Évidemment, moi, je ne suis pas à sauter en l'air en disant: «Ah, c'est génial, on va perdre la démocratie, on va enfin avoir l'homme ou la femme providentielle», et ça, je ne suis pas du tout sur ce registre-là. Par contre, je pense que c'est une vraie menace pour la démocratie, qu'on ne comprenne pas d'où vient la démocratie historiquement, et qu'elle vient notamment de l'abondance énergétique et donc de l'anthropocène. Ce que tu veux dire par là, c'est que la démocratie, on l'a grâce à cette Il y a abondance. une concordance entre l'abondance énergétique et le basculement dans la démocratie. Concordance entre l'abondance énergétique et le basculement dans la These démocratie. students are shouting death to the dictator. So far, Iranian police have killed nearly 150 people during the protests. Hundreds more have been arrested and reportedly tortured. Les preuves s'accumulent du lien entre le prince héritier d'Arabie Saoudite et le commando de 15 hommes suspectés d'avoir tué puis dépecé Jamal Khashoggi. Un vote sans surprise, Xi Jinping qui reste président. Il y avait une donc, concordance de la entre l'abondance République énergétique et le basculement dans la démocratie. Il y avait une concordance entre l'abondance énergétique et le basculement dans la démocratie. Et encore, c'est même pas vraiment ça l'erreur de Janco. Bon, avant de comprendre les vrais liens entre énergie, société et démocratie, il faut comprendre ce qu'on entend concrètement par énergie. Sans forcément le savoir, vous l'utilisez tout le temps, et elle est partout, sous différentes formes. Le matin, vous vous levez au son de votre téléphone qui a chargé toute la nuit. C'est votre première interaction avec l'énergie. La lumière que vous allumez pour sortir du lit, la machine à café pour vous réveiller, le frigo qui a gardé les aliments de votre petit déjeuner toute la nuit, le grille-pain, tout ça, c'est de l'énergie électrique. C'est une première forme d'énergie et c'est souvent la première à laquelle on pense. Ensuite, vous prenez les transports pour aller au taf ou en cours. Pour la plupart, ce sera voiture, bus, tramway ou métro. La grande majorité de ces transports fonctionnent aujourd'hui au pétrole, à l'essence. De l'énergie chimique transformée en énergie mécanique. À midi, c'est l'heure du déjeuner. Votre sandwich, votre salade ou votre plat de pâtes, c'est le résultat d'une incroyable chaîne d'énergie. Les tracteurs qui labourent les champs, les serres chauffées pour cultiver hors saison, les machines qui irriguent, les engrais dont la production se fait avec du gaz, tout ça nécessite de l'énergie, souvent fossile. Au boulot ou en cours, encore de l'énergie. Chaque mail que vous recevez, chaque document stocké dans le cloud, chaque visio, c'est autant de data centers qui hébergent Internet et consomment individuellement autant qu'une petite ville. Le monde virtuel est bien ancré dans le réel et il a un coût énergétique. Et vous avez déjà pensé à la construction des bâtiments autour de vous? L'énergie mécanique des grues, des bétonnières, des bulldozers? Bref, vous rentrez chez vous. Transport, énergie. Sortir avec des potes, en laissant de côté les bâtiments, les 1500 degrés pour provoquer la fusion du sable en verre dans lequel vous buvez, les vêtements que vous portez qui sont fabriqués à partir de fibres synthétiques de pétrole ou de tissus naturels qui ont utilisé des tracteurs et des machines pour être cultivés puis transformés. Même en laissant de côté tout ça, si vous allez vous balader nu dans la nature, vous utiliserez toujours de l'énergie. La vôtre. Vous parlez, pensez, marchez, respirez grâce aux calories que vous ingérez. Les calories ne sont rien d'autre que de l'énergie là aussi. 1000 calories, c'est 4 millions de joules, l'unité de base pour l'énergie. Mais c'est aussi 1,16 kWh d'électricité, 0,1 kg d'équivalent pétrole, et pour aller plus loin encore, l'explosion d'environ 1 kg de TNT. Ou 300 grammes de pâtes. Les plantes, grâce à la photosynthèse, convertissent l'énergie du soleil en énergie chimique. Quand vous mangez ces plantes, ou les animaux qui les ont mangées, vous absorbez une partie de cette énergie qui sera utilisée par votre cerveau et vos organes. Chaque bouchée est une petite dose d'énergie solaire transformée qui vous permet de bouger, de penser, de vivre. Chaque moment de votre journée, chaque objet que vous touchez, c'est de l'énergie. Alors, qu'est-ce que l'énergie ? On peut la définir comme ce qui permet à quelqu'un ou quelque chose d'agir et de provoquer un changement, une transformation. Effectuer un travail, produire de la chaleur, de la lumière, générer un mouvement, bref, tout. Quand on se rend compte que l'énergie est à l'origine de tous les flux matériels, de tous les biens et les services, on comprend bien mieux son importance pour l'économie. Plus encore, c'est la base de l'économie. En fait, quand on y pense, on peut même dire que l'économie, ce n'est que de l'énergie. Alors voilà le meilleur modèle macroéconomique que j'ai trouvé à ce jour, ça s'appelle une droite. La droite, elle vous dit, regarde combien d'énergie tu utilises sur Terre, c'est-à-dire combien de machines tu mets en mouvement, et moi je te dirais quel est le PIB mondial. Ça marche extrêmement bien, parce que c'est les machines qui produisent, j'insiste, et même dans les services, c'est les machines qui produisent. Donc voilà exactement le système qu'on a reproduit. Donc, pas de croissance, retenez bien ce que je vais vous dire, c'est pas complètement sûr qu'on garde la démocratie. Bon, là je dois vous avouer quelque chose. J'ai voulu que cette vidéo soit la première de ma chaîne parce qu'on se rend rarement compte d'à quel point l'énergie régit notre société et j'avais besoin de ça pour les prochaines vidéos qui parleront de l'écologie d'un point de vue plus social. J'avais prévu de faire une première partie sur un peu l'énergie au quotidien, concrètement, etc. Une deuxième sur l'énergie d'un point de vue plus économique et macroéconomique notamment. Et puis j'avais entendu parler d'un bouquin, Carbone Démocratie. Et je me disais que ça pourrait faire une bonne troisième partie pour l'aspect plus politique de l'énergie et de comment ça a aidé à construire nos démocraties. Du coup je l'ai lu. Et franchement, ce bouquin sur une échelle de 1 à 10,
lisez-le. Parce que c'est là que j'ai réalisé que ce qui se dit dans les milieux de jeunes écolos, influencés par Jean Covici, notamment que l'énergie permet la croissance économique, qui permet à son tour la démocratie, c'est en grande partie faux. C'est là que j'ai réalisé que la vidéo allait prendre un tout autre tournant. D'abord, il va falloir faire un peu d'histoire, pour voir comment l'énergie a façonné les relations de pouvoir, et ce depuis toujours. Il faut pas croire qu'avant la révolution industrielle, on n'utilisait pas d'énergie. Simplement, cette énergie ne provenait pas de ressources fossiles, mais du soleil. Le rayonnement solaire permet aux plantes de pousser et de servir de nourriture aux humains ou aux animaux, qui utilisent ensuite leur énergie pour travailler. Or, le rayonnement solaire est une énergie très peu concentrée, c'est-à-dire qu'il faut d'énormes superficies de terrain afin de la convertir pour les besoins humains. Ce sont donc les terres agricoles qui ont régi toute société jusqu'à la révolution industrielle. Pour le chauffage et la construction, on utilisait du bois, qui a lui aussi besoin de soleil pour pousser. C'est sans doute pour cette raison que ceux qui avaient le pouvoir jusqu'à la révolution industrielle, c'étaient les propriétaires terriens, ceux qui avaient des terres agricoles ou des forêts. Par exemple, les seigneurs au Moyen-Âge, puis les nobles. Du coup, au 19e siècle, le pouvoir de ces propriétaires va être petit à petit dilué. On se met à utiliser de plus en plus de charbon et de moins en moins de bois en proportion. Non pas qu'ils perdent leur pouvoir, mais ils vont devoir le partager avec les nouveaux maîtres du charbon. Reste à savoir si ces maîtres seront les patrons des compagnies des mines ou les mineurs eux-mêmes. Le truc, c'est que les mineurs ont une certaine autonomie. Quand ils sont seuls au fond d'une mine, il n'y a personne pour les superviser ou pour leur dire quel filon exploiter plutôt qu'un autre pour pas que tout s'effondre sur eux. C'est eux qui décident quoi faire, quand et comment. Alors quand les patrons vont vouloir baisser les salaires, augmenter les heures de travail ou remplacer les humains par des machines, les mineurs se mettent en grève. Et généralement, ils gagnent. C'est là qu'ils réalisent qu'ils ont un nouveau pouvoir, que ce sont eux, les maîtres du charbon. Alors ils vont s'organiser entre travailleurs du charbon et d'autres industries, notamment ferroviaires, pour exercer ce nouveau pouvoir. En 1889, en Allemagne, une vague de grève si puissante contraint le nouvel empereur à abandonner une politique sociale sévère. Quelques mois plus tard, il réunit une conférence internationale pour fixer des normes sociales suite aux revendications des travailleurs. Donc bon, a priori, on se dit c'est cool, les travailleurs ont gagné, ils devaient être contents, tout bénef. Que nenni! Le jour même, les mineurs d'Angleterre lançaient la grève de loin la plus importante de l'histoire de la main-d'œuvre syndiquée, selon le New York Times. Les grandes entreprises étaient sur le point de manquer de charbon, les possibilités d'un conflit du travail gigantesque et ruineux s'ouvraient devant nous, pouvait-on lire dans le journal. C'est suite à ça que les travailleurs ont pu obtenir 1 jour de repos par semaine et qu'on commença à interdire le travail des enfants de moins de 12 ans. Ouais, on revient de loin. Il faut bien comprendre qu'ils ont inventé ni la grève, ni les syndicats, ni le mouvement ouvrier. Avant eux, il y avait eu la révolte des cagneux à Lyon dans les années 1830, le mouvement chartiste en Angleterre, les révolutions de 1848 ou la Commune de Paris en 1871. Mais ça marchait pas. Par contre, de 1881 à 1905, les travailleurs du charbon ont fait 3 fois plus la grève que la moyenne. Et là, ça marchait. Étonnant. Ok, donc là on prend tous une minute pour remercier le charbon et l'autonomie des mineurs. Je pensais pas remercier le charbon un jour, mais bon. Mais il y a un problème. Au même moment, d'autres grèves du charbon avaient lieu, en Égypte et en Turquie par exemple, qui donnaient pas les mêmes résultats. Oh mince. On pensait avoir montré en 2 minutes que le charbon avait amené la démocratie, et que donc, comme le dirait Janco, l'abondance énergétique concorde avec le basculement dans la démocratie, mais on a déjà une contradiction. Mince. En fait, c'est pas le charbon lui-même qui donne du pouvoir. Il y a plusieurs facteurs, mais le principal c'était que à ce moment-là, dans ces économies-là, les économies occidentales, etc., le charbon était devenu central. En Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, le charbon était en train de façonner toute la production. Le niveau de vie commençait à doucement augmenter grâce à lui, les usines tournaient à fond, et les foyers pouvaient se chauffer plus facilement. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1848, à part au Royaume-Uni, le charbon représente tout au plus 25% de l'énergie consommée en Europe. En 1900, elle en représente entre 70 et 95%. En comparaison, à ce moment-là, c'est environ 6% en Afrique et 3% en Asie. En fait, comme le dit Timothy Mitchell, c'est pas qu'avant il n'y avait pas de conscience politique ou de revendication, c'est juste qu'avec ces nouveaux flux de charbon qui reliaient les chambres souterraines à chaque usine, chaque bureau, chaque foyer et chaque moyen de transport, les mineurs ont trouvé un moyen efficace de forcer les puissants à écouter leurs revendications. Le charbon a certes renforcé le pouvoir politique des mineurs, mais c'est la combinaison de cette énergie, de la détermination des travailleurs et de la dépendance de la société au charbon qui a développé la démocratie, et non pas le charbon à lui seul. Sauf qu'on vit pas dans un monde de bisounours. Le rapport de force que les mineurs faisaient jouer en leur faveur, ils le faisaient forcément au détriment d'autres personnes, et ces personnes n'ont pas toujours apprécié perdre leur pouvoir. Par exemple, en 1914, des mineurs du Colorado se mettent en grève pour demander de meilleures conditions de travail. Les Rockefeller, qui détenaient l'entreprise, ont répliqué en faisant appel à la police pour mater la grève, tuant au passage une vingtaine de personnes dans ce qui est maintenant connu sous le nom du massacre de Ludlow. Sauf que tuer 20 personnes, ça fait du bruit. Le massacre engendre une crise politique. Bon,
qui sera assez vite étouffé par l'entrée dans la Première Guerre mondiale, mais quand même, ça force la famille Rockefeller à commander un rapport pour savoir comment diminuer le pouvoir des travailleurs sans avoir à les tuer, si possible. Sur ce rapport, on peut lire noir sur blanc la peur du pouvoir grandissant des travailleurs, des ouvriers, et pas seulement américains. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est les Rockefeller, les gars du pétrole là, donc forcément ils aimaient pas la conquête du charbon. Sauf que non. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un autre homme se battait pour réduire le pouvoir des mineurs. La démocratie est le pire système de gouvernement, à l'exception de tous les autres qui ont pu être expérimentés. Vous connaissez peut-être cette citation de Churchill. A priori, elle est plutôt en faveur de la démocratie. Mais quand on se penche un peu sur cet homme et sur la petite histoire que je vais vous raconter, vous allez voir qu'on la lit d'une toute autre manière. En 1910, les mineurs de charbon du Pays de Galles demandent l'instauration d'un salaire minimum. Évidemment, on leur donne pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en grève. Mais débute alors une série de grèves si importantes qu'elle marque la période de contestation ouvrière la plus intense qu'a connue jusqu'alors la Grande-Bretagne, et cette période on l'appelle aujourd'hui la Grande Fièvre. Pour vous donner une idée de l'ambiance, pensez aux Peaky Blinders. Cette période de contestation va durer plusieurs années sans que le gouvernement ne cède. Les mineurs sont bien organisés et ils savent exactement comment faire pression. Le charbon c'est le sang de l'industrie et les mineurs sont les gardiens des veines. Pas de charbon, pas de puissance. C'est aussi simple que ça. Au bout d'un moment, Churchill, alors ministre de l'Intérieur, veut en finir avec ses revendications sociales. Sauf que la population est du côté des mineurs. Il se rend bien compte qu'il va pas pouvoir agir contre les mineurs tout en respectant la volonté démocratique. Alors Churchill passe au-dessus de la loi. Il déploie la police, puis l'armée, pour isoler les leaders du mouvement, violant ainsi la règle selon laquelle seules les autorités locales peuvent demander le déploiement des forces militaires. En fait, si ça dure aussi longtemps, c'est parce que le charbon du Pays de Galles est un peu particulier. C'est ce qu'on appelle du charbon anthracite. Et à ce moment-là, c'est le seul charbon qui pouvait faire fonctionner les navires de la Royal Navy, notamment parce qu'il est plus léger. Pas de charbon anthracite, pas de puissance. L'empire contre la démocratie. Alors Churchill met en place une commission pour convertir les navires fonctionnant en charbon en des navires fonctionnant au pétrole, afin de se libérer des revendications des mineurs du Pays de Galles. Le problème, c'est qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de pétrole en Grande-Bretagne. Une option toute trouvée est de l'importer depuis le Mexique, qui est alors le 3e plus gros producteur de pétrole. Mais lorsqu'il commence à négocier, le révolutionnaire Zapata a déjà pris le contrôle des champs pétroliers et est en train de préparer des réformes foncières pour réduire les inégalités. Churchill voulait échapper aux revendications des mineurs du Pays de Galles, c'est pas pour se retrouver vulnérable à celles des Mexicains. Du coup, il se tourne vers la Perse, dans laquelle il y a aussi des révolutions, mais la Grande-Bretagne a un plus grand contrôle sur le territoire, et surtout, ils soutiennent des contre-révolutions. Donc il a trouvé la nouvelle source, mais maintenant il faut l'argent. Bah ouais, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que la conversion au navire au pétrole coûte extrêmement cher. Sauf que le gouvernement, suite au mouvement ouvrier, ça fait déjà plusieurs années qu'il a réduit le budget de la Navy pour augmenter ceux des prestations sociales et financer une assurance chômage, une retraite, etc. Ce qui fait que Churchill n'avait pas l'argent pour mettre son plan à exécution. Et lorsqu'il demande au Parlement d'augmenter son budget, les députés refusent. Encore une fois, Churchill est face à un obstacle démocratique. Satané, pire système, hein. Du coup, il fait passer ça en secret, dans le livre blanc qui concerne la sécurité nationale et qui n'a pas besoin d'être voté par le Parlement. Évidemment, ce petit tour de passe-passe qu'il faisait au détriment des contribuables est révélé dans la presse, ça provoque un tollé en juin 1914, sauf que le 28 juillet 1914, Consequently, this country is at war with Germany. La Grande Fièvre, cette période intense de contestation ouvrière, a donc pris fin avec l'entrée dans la Première Guerre mondiale et ce contournement par Churchill. Donc, en gros, les mineurs demandaient l'instauration d'un salaire minimum et ils avaient le pouvoir de le faire car la puissance militaire de l'Empire britannique dépendait de ce charbon. Mais Churchill n'a pas voulu leur donner, alors il contourne la loi une première fois en déployant l'armée, puis une seconde fois pour éviter le vote du Parlement, tout ça pour dépendre du pétrole et d'une compagnie aux intérêts guidés par les profits, plutôt que de dépendre de travailleurs dont les intérêts sont guidés par une réduction des inégalités. Churchill a ainsi contourné la démocratie 3 fois. Pour reprendre les mots de Mitchell, la conversion au pétrole a fourni à des impérialistes comme Churchill les moyens d'échapper à toute exigence démocratique. Ceci dit, ok, pétrole à la place de charbon, très bien, mais pourquoi ça changerait quoi que ce soit? Les ouvriers du pétrole, ils avaient bien du pouvoir eux aussi, non? Pourquoi le pétrole permettrait plus d'échapper à la démocratie que le charbon? On y vient. La première et principale raison qui explique pourquoi le pétrole a moins permis de développer la démocratie, c'est qu'à part en Russie, le pétrole n'avait pas du tout la même importance que le charbon, au début. Par exemple, en France, il a fallu attendre 1925 pour que le pétrole représente plus de 1% de l'énergie consommée.
et 1950 pour que ça représente plus de 15%. Pour vous donner un ordre d'idée, 15% c'est à peu près ce que représente le nucléaire aujourd'hui en France. Et au niveau mondial, avant la Seconde Guerre mondiale, le pétrole représentait moins de 10% de l'énergie consommée. Donc forcément, à ce moment-là, saboter les flux de pétrole, ça embête moins de gens que saboter les flux de charbon. Et en fait, c'est même beaucoup plus difficile de saboter des flux de pétrole à cause de certaines de ses propriétés physiques différentes du charbon. D'abord, le pétrole remonte tout seul à la surface à cause de la pression qui existe naturellement dans les puits. Il n'y a pas besoin de centaines de mineurs qui travaillent dans des tunnels sombres et dangereux. Du coup, d'une part, c'est plus simple de contrôler et de surveiller les ouvriers qui restent à la surface, et d'autre part, il y a besoin de moins d'ouvriers pour une même quantité d'énergie par rapport au charbon. Ensuite, ça paraît con à dire, mais le pétrole est liquide. Le transport nécessite donc moins de personnel, et surtout, on peut le transporter dans des oléoducs, des pipelines, pour éviter d'avoir des transporteurs qui peuvent se mettre en grève. D'ailleurs, c'est littéralement comme ça qu'il a été inventé. Dans les années 1860, en Pennsylvanie, des transporteurs de pétrole se mettent en grève pour demander un meilleur salaire. Du coup, en réponse, le patron a créé les pipelines. Bon, je vous l'ai fait en rapide, hein. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que pas d'ouvriers, pas de grève, c'est assez simple, voilà, comme ça. Et certes, on peut saboter des pipelines, mais plus difficilement qu'une voie ferrée, et ça se répare assez vite. Apparemment, hein, j'ai jamais fait moi, mais... C'est un pote qui m'a dit. Le pétrole est liquide et surtout, il est plus léger que le charbon pour une même quantité d'énergie. C'est donc plus facile à expédier sur les océans et à exporter en grande quantité. À partir des années 20 et tout au long du XXe siècle, jusqu'à 80% de la production de pétrole était exportée outre-mer. À tel point qu'en 1970, plus de la moitié de tout le fret maritime mondial, c'est juste du transport de pétrole. Rien que ça. Et ça a plusieurs conséquences sociales. D'abord, le transport par les océans fait que les navires, les tankers, ne sont soumis à aucune législation. Donc il n'y a pas de droit du travail, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Ensuite, par rapport aux voies ferrées qui transportent le charbon, dans lesquelles il y a plein d'embranchements qui font potentiellement de très bons points de blocage, les tankers, donc les navires qui transportent le pétrole, sont bien plus libres de leur mouvement et leur trajet il est beaucoup moins prédéfini. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de zones à risque de blocage que pour le charbon. Enfin et surtout, avec toutes ces exportations, plusieurs sources d'approvisionnement deviennent possibles. On peut se fournir à l'international à partir de sources qui ne dépendent donc pas des travailleurs locaux. Donc si les travailleurs locaux font la grève, bah tant pis pour vous les gars, on va s'approvisionner ailleurs. Et pour l'instant, on n'a pas encore vu de grève générale mondiale. A l'inverse, à cause du poids du charbon, c'est assez galère de l'exporter à l'international. Tout au long du XXe siècle, on estime que seulement 15% du charbon a été exporté et donc à l'inverse, 85% du charbon est consommé dans son pays d'origine. L'avantage pour les industriels du charbon, c'est que du coup, il n'y a pas de concurrence internationale. Les industriels ont donc pu former des cartels pour décider des prix entre eux, ou plus tard, des organisations de réglementation comme la CECA, qui deviendra plus tard l'Union Européenne. C'est donc comme ça qu'ils ont pu faire du profit, en fixant les prix entre producteurs, en cartel, en oligopole. Pratique. Mais les compagnies pétrolières, elles, ne pouvaient pas passer au-dessus de la concurrence qui était potentiellement partout dans le monde, puisque le pétrole s'exportait facilement grâce à son faible poids. Et c'est ça, ce faible poids, cette petite propriété physique presque hasardeuse, et la manière dont les compagnies vont s'adapter et traiter cette propriété physique, qui va façonner l'histoire du XXe siècle. Je commence à me faire rare, comme le pétrole d'Arabie. Une première manière de s'organiser et de s'adapter à cette concurrence qui est potentiellement omniprésente, c'est celle des Rockefeller, avec Standard Oil. C'est la plus grande compagnie pétrolière, démantelée en 1911 par les lois antitrust, qui a donné naissance à Exxon, Mobil, Chevron et indirectement Saudi Aramco. Pour asseoir sa domination, Rockefeller avait commencé par monopoliser l'industrie du raffinage, mais pas celle de la production parce qu'il y avait trop de producteurs indépendants un peu partout. Ensuite, ils ont pris le contrôle des pipelines et des routes commerciales pour gérer toute la distribution et le transport. Comme ça, ils ont pu écraser toute concurrence en menaçant de couper les robinets dès que quelqu'un commençait à les embêter. Pratique. Ce type de sabotage va être généralisé. Pour augmenter leurs profits, la première stratégie des compagnies pétrolières était en effet de limiter l'offre de pétrole au niveau mondial, c'est-à-dire limiter la production et maintenir des prix artificiellement élevés pour avoir des profits eux aussi élevés. C'est d'abord passé par la prise de contrôle des pipelines et des sites par lesquels le pétrole devait forcément passer. La deuxième stratégie était d'augmenter la demande. Au début du XXe siècle, le pétrole était assez peu utile. On s'en servait pour l'éclairage et pour les huiles. Et d'ailleurs, fun fact, le pétrole a sauvé les baleines puisqu'il permettait d'utiliser des huiles qu'on produisait auparavant grâce à la graisse de baleine. Autant dire que le marché était limité. Alors les pétroliers se mirent à chercher d'autres usages. Et le plus gros d'entre eux, ça a été l'automobile. Les compagnies ont livré une concurrence déloyale à la voiture électrique
alors que ces mêmes voitures électriques étaient déjà à l'époque plus efficaces que les voitures à essence, et elles représentaient un tiers du marché automobile au début du XXe siècle. Et ça s'arrête pas là. Dans les années 1930, General Motors et un descendant de Standard Oil rachètent les tramways électriques dans une cinquantaine de villes américaines. Ensuite, ils démantèlent les lignes pour créer de nouveaux débouchés pour les automobiles, ou alors ils les remplacent par des bus à essence. Ouais. Au bout d'un moment, les gens se sont quand même rendus compte de la couille, alors en 1947, le gouvernement américain poursuit General Motors et les autres entreprises impliquées pour violation de la loi antitrust. Après un long procès et de nombreuses batailles d'avocats, General Motors a été condamné à payer l'amende historique de 5 000 $. Et même le dirigeant de l'époque de General Motors, H.C. Grossman, a été condamné à payer $1. Ouais. Dans les années 50, les constructeurs automobiles américains fabriquent des voitures 2 à 4 fois plus consommatrices que leur équivalent européen pour les mêmes performances. Les véhicules européens étaient mieux conçus et plus vendus que ceux américains, et en plus ils étaient plus économes en carburant. Sauf que l'objectif des Américains était de construire quelque chose de plus grand, à savoir un mode de vie extrêmement énergivore, en l'occurrence pétrolivore, ce qui a permis aux compagnies pétrolières de maintenir le pétrole à un prix élevé, puisqu'ils faisaient tout pour que la demande soit élevée. En un mot, la stratégie des compagnies pétrolières tout au long du XXe siècle a été de maintenir la rareté artificielle du pétrole. Il y avait plein de pétrole dans le sol, mais en augmentant la demande tout en limitant la production, on avait l'impression qu'il n'y en avait pas tant que ça, qu'il n'était pas tant abondant, et que donc c'était justifié de payer un prix relativement élevé pour avoir ce pétrole. Et justement, au début du XXe siècle, une commission allemande est envoyée par la Deutsche Bank pour explorer de nouveaux champs pétroliers afin de se protéger de potentiels nouveaux arrivants sur le marché, de nouveaux concurrents. Et on peut dire qu'ils ont bien fait, parce qu'au milieu des terres arides, qui seront un siècle plus tard le théâtre d'affrontements scrutés par la scène internationale, ils découvrent ce qu'ils qualifient alors de véritables lacs de pétrole presque inépuisables. Beaucoup d'historiens font commencer l'histoire du pétrole au Moyen-Orient avec une idée simple. Les compagnies pétrolières sont parties chercher du pétrole ailleurs pour augmenter la production. Sauf que selon Mitchell, il y a 2 erreurs dans cette phrase. La première, c'était que l'objectif n'était absolument pas d'augmenter la production. Il y avait déjà largement assez de pétrole en Amérique ou en Europe de l'Est. Au contraire, l'objectif était de limiter le plus possible la production pour créer la rareté artificielle. Prenons l'exemple de la Deutsche Bank, qui avait découvert le lac de pétrole presque inépuisable près de Mossoul, dans l'actuel Irak. Elle avait investi dans le pétrole roumain. Donc pour éviter que le pétrole irakien n'arrive en Europe et concurrence le pétrole roumain, elle achète la concession ferroviaire qui aurait permis d'exporter le pétrole de Mossoul vers l'Europe, puis elle obtient le droit exclusif d'exporter le pétrole de Mossoul. Une bonne affaire a priori. Même une très bonne affaire puisque pour conserver les profits du pétrole roumain, l'entreprise freine la construction du chemin de fer qui aurait permis l'exportation et ne fait aucun effort pour exploiter le gisement. Alors ils ont attendu. Encore un peu. Voilà. 25 ans plus tard, ils commencent à peine à forer le pétrole, mais la ligne de chemin de fer n'est toujours pas construite. Alors ils ont attendu. Encore un peu. Finalement, la ligne reliant Mossoul à Bagdad, puis à l'Europe, est achevée en 1940, presque 40 ans après l'acquisition. Entre-temps, il y a quand même eu 2 guerres mondiales, juste pour vous donner une idée. Et c'est pas les seuls à avoir recours à ce sabotage par l'attente. Même chose en Iran, et Shell fait pareil en Égypte, mais ils se font cramer par le gouvernement. Bref, les compagnies pétrolières ne cherchaient pas du pétrole, elles cherchaient à limiter la production pour protéger la rareté artificielle du pétrole et faire payer plus cher les consommateurs. Pour toute la vidéo, il faut bien comprendre que quand je parle de compagnies pétrolières, elles sont très souvent américaines ou britanniques. Mais elles exploitent du pétrole à l'étranger, notamment au Moyen-Orient. En échange, les pays où sont situés les puits de pétrole touchent une taxe pour chaque baril extrait, une sorte de royalties. Lorsque je parle de pays producteurs dans la vidéo, je parle de ces pays-là, les pays où est situé le pétrole. Mais jusqu'aux années 70 environ, ils sont pas producteurs à proprement parler, ce sont les compagnies pétrolières, américaines ou britanniques, et françaises parfois, qui gèrent la production et font du profit dessus. La deuxième erreur, selon Mitchell, c'est de dire que seules les compagnies pétrolières ont été à l'œuvre. Ça ignore le rôle des travailleurs locaux qui produisent la ressource. Pour éviter de faire la même chose qu'avec le charbon, il a bien fallu les contourner afin de ne pas leur donner de pouvoir de revendication. Autrement dit, garder le contrôle sur les champs pétroliers dont les compagnies voulaient retarder le développement, ça signifie aussi garder le contrôle sur les travailleurs qui sont sur place. Mais les compagnies pétrolières n'étaient pas assez puissantes pour exercer un contrôle sur des territoires aussi lointains que leur siège. Alors elles ont fait appel aux États.
Vous vous souvenez de l'histoire avec Churchill? Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la compagnie avec laquelle il a négocié, l'Anglo-Persian Oil Company, était sur le point de mettre la clé sous la porte parce que son pétrole n'était pas de bonne qualité et elle n'arrivait pas à le vendre. Alors déjà, quelques années avant que Churchill n'arrive dans l'histoire, la compagnie avait tout fait pour essayer de refourguer son pétrole au gouvernement britannique. Ils avaient essayé de le vendre pour la Royal Navy, en expliquant que c'était dans l'intérêt absolu de l'Empire, mais l'amirauté, la Royal Navy, avait refusé parce que le gouvernement préférait financer des mesures sociales. Malgré le refus, la compagnie va annoncer à tous ses potentiels investisseurs qu'elle a le soutien de l'amirauté et elle leur donne même des flyers, des prospectus sur lesquels il y a écrit « Nous avons le soutien de l'amirauté » pour convaincre d'investir plus dans la société. Alors évidemment, lorsque la Royal Navy apprend ça, elle pète un câble et elle demande à la compagnie d'arrêter, mais l'Anglo-Persian décide de continuer. Bon voilà, disons qu'à ce moment-là, l'ambiance elle est pas faux folle avec le gouvernement et ils sont sur le point de mettre la clé sous la porte, puisqu'ils arrivent toujours pas à le vendre. Mais heureusement, Churchill arrive, il veut absolument écraser les revendications des mineurs du pays de Galles, vous connaissez l'histoire, et tout ça, ça va sauver la compagnie puisqu'elle va enfin pouvoir vendre son pétrole et se tailler dans les années qui suivent une place parmi les plus grandes majors pétrolières du monde. Ah oui, et si la boîte vous dit rien, c'est qu'aujourd'hui on la connaît sous un autre nom, British Petroleum. BP, on the move. Ouais, la même entreprise qui a popularisé dans les années 2000 le principe d'empreinte carbone pour se dédouaner de ses propres émissions de CO2. What size is your carbon footprint? The carbon footprint there. On voit bien que ce n'est pas seulement l'énergie qui a régi la société, mais aussi les volontés politiques de quelques personnes qui ont permis le déploiement d'un certain type de système énergétique. Mais ce serait faux aussi, à l'inverse, de dire que l'énergie n'a aucun rôle à jouer à part entière. La Première Guerre mondiale va bien le montrer. Vous avez sans doute vu en cours que c'est la première guerre mécanisée, d'une brutalité nouvelle. Mais du coup, qui dit mécanisé, dit pétrole et charbon. Que ce soit les fabriques de munitions qui utilisent massivement du charbon pour alimenter les machines et les forges, les premiers chars de combat et avions militaires, les nouveaux navires de la Royal Navy au pétrole ou au charbon anthracite, les ravitaillements grâce aux locomotives à vapeur, bref, la Première Guerre mondiale montre aux États du monde entier le caractère absolument incontournable de l'énergie carbonée. Le sang des batailles de demain, comme l'affirme Clemenceau. Cette fois, les gouvernements ont bien compris l'importance du pétrole. D'ailleurs, les ressources pétrolières sont nationalisées en 1917 au Mexique et en 1920 en Russie, qui ont réalisé qu'une nationalisation était plus fiable que laisser ça aux mains d'un cartel pétrolier. Sans la Russie et le Mexique, les derniers gros gisements se situent au Moyen-Orient. C'est là que désormais tout va se jouer. Les États n'ont pas particulièrement intérêt à poursuivre l'objectif des compagnies pétrolières de maintenir la rareté artificielle. En revanche, ils veulent éviter à tout prix que le pétrole ne tombe dans les mains d'un potentiel ennemi. Les États vont donc aider les compagnies à contrôler les nouveaux territoires riches en pétrole. Ils auraient pu employer la méthode de colonisation classique, à savoir utiliser la force militaire, sauf que comme on vient de le voir, les forces militaires dépendaient désormais trop du charbon, ce qui donnait un pouvoir significatif aux travailleurs et aux mineurs du charbon. La colonisation classique par la force n'était donc plus envisageable si les gouvernements voulaient éviter d'être trop vulnérables aux travailleurs. Et c'était le cas. Il fallait donc trouver un nouveau moyen de contrôle. Il a été offert par le système des mandats, accordé par la nouvelle Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Officiellement, ce système avait pour but d'aider les nations les moins avancées vers l'autonomie. Dans les faits, il permettait de contrôler la région tout en affichant une façade respectable à l'international. C'est comme ça que Faisal, un dirigeant arabe qui avait été évincé de Syrie, est placé sur le trône d'Irak en 1921 par les Britanniques. Il avait aucune racine profonde en Irak, mais il est présenté comme un symbole d'autodétermination. Si à Bagdad c'est Faisal qui gouvernait, en coulisses, c'était Londres qui guidait la politique irakienne par le biais de traités et de conseillers. Et ça s'arrête pas là. Les puissances occidentales n'ont cessé de soutenir des coups d'État au Moyen-Orient pour conserver leurs intérêts pétroliers. En Iran, des grèves générales éclatent en 1946. La Grande-Bretagne déploie l'armée et tente d'interdire le syndicat pétrolier à l'origine de la grève. En 1953, les États-Unis et la Grande-Bretagne renversent le gouvernement dirigé par Mossadegh, désolé pour la prononciation, dans un coup d'État connu sous le nom de l'opération Ajax. Mossadegh comptait en effet nationaliser l'industrie pétrolière pour financer des réformes sociales ambitieuses. À la place de ça, la CIA et le MI6 mettent quelqu'un d'autre au pouvoir, le Shah, et lui donnent les moyens d'écraser les mouvements ouvriers et la gauche. En échange, celle qui va bientôt s'appeler la British Petroleum maintient son contrôle sur le pétrole iranien. Mais la compagnie doit céder 60% de ses parts du pétrole iranien. 40% vont à des compagnies américaines, 14% à Shell et 6% vont à la Compagnie française des pétroles, qu'on rencontre ici pour la première fois et que vous connaissez sans doute sous un autre nom.
En 1933, la Standard Oil of California, descendante de la Standard Oil des Rockefeller, et qui deviendra plus tard Chevron, s'installe en Arabie Saoudite avec l'aide du gouvernement américain. Elle fonde alors ce qui deviendra Aramco, l'Arabian American Oil Company. Aujourd'hui, c'est Saudi Aramco, dont la valorisation dépasse celle des 10 plus grosses compagnies pétrolières suivantes. Cumulées. Bref, revenons dans les années 30, la compagnie américaine importe un système de ségrégation raciale pour diviser les travailleurs et justifier les disparités de salaire. En 1945, des grèves éclatent pour protester contre ces inégalités raciales. En réponse, Aramco trahit les leaders syndicaux en fournissant leur nom aux forces de sécurité saoudiennes et les grévistes sont arrêtés ou déportés. Cette alliance entre les Américains et le pouvoir monarchique saoudien se renforce au fil des années. En 1956, une nouvelle grève de grande ampleur éclate et encore une fois, Aramco collabore avec les forces de sécurité saoudiennes pour écraser toute dissidence. Le roi Saoud d'Arabie, qui avait maintenu son contrôle et construit l'État grâce aux revenus du pétrole d'Aramco et de l'aide américaine, souhaite à la fin des années 50 lancer de grandes réformes sociales. Une fois de plus, ça ne plaît pas aux États-Unis, qui renversent le roi Saoud en 1964 pour mettre au pouvoir son frère à la place. Mes amis d'hier sont mes ennemis d'aujourd'hui. En échange, le nouveau roi évince le ministre du pétrole, qui avait joué un rôle clé dans la création de l'OPEP, envisageait la nationalisation d'Aramco, la rédaction d'une constitution écrite et l'adoption d'un parlement élu démocratiquement. Parallèlement, des anciens employés d'Aramco deviennent agents de la CIA et orchestrent l'assassinat de leaders régionaux. L'assassinat manqué du président égyptien Nasser et le coup d'État de 1968 en Irak, qui porte au pouvoir Saddam Hussein, en sont des exemples. Des coups d'état du pétrole, il en pleut, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'avant ça, le pétrole était certes une industrie très rentable qui permettait de s'extraire du pouvoir des travailleurs du charbon, mais il n'était pas central au sein de l'industrie et de l'économie, comme l'était justement le charbon durant la première moitié du XXe siècle. Mais après la Seconde Guerre mondiale, c'est même pas que l'économie allait dépendre du pétrole, c'est que le pétrole devient l'économie. La part de pétrole dans la consommation d'énergie va exploser dans les années 50 et 60. En 30 ans, entre 1940 et 1970, la consommation de pétrole est multipliée par 30 en Europe, alors que dans le même temps, la consommation de charbon diminue. En relatif, mais même en quantité absolue. Cette inflexion n'est pas due au hasard et porte un nom, le plan Marshall. Les États-Unis, influencés notamment par les Rockefeller qui avaient peur de l'influence grandissante des ouvriers et du communisme, vont financer des actions pour transformer le système énergétique européen basé sur le charbon en un système basé sur le pétrole, afin d'affaiblir les mineurs. Ça passe par la construction de raffineries, de chaudières à fioul, la vente de véhicules américains bien plus consommateurs, etc. Dites-vous que l'argent prêté par les Américains permet sur cette période de payer directement plus de la moitié du pétrole acheté aux Américains. Dans la même veine, les États-Unis vont soutenir la régionalisation et l'intégration du charbon européen en finançant directement la CECA, afin d'affaiblir le pouvoir des travailleurs. Cette CECA permet en effet d'une part de mécaniser l'industrie et donc de réduire le nombre d'ouvriers, et d'autre part d'avoir accès à de nouvelles sources d'approvisionnement dans la région européenne. Du coup, les mouvements sociaux ont dû se réinventer. Le sociologue Serge Mallet montre que désormais, dans les années 50-60, les ouvriers supervisaient des flux complexes dans les usines. Ils étaient ainsi en mesure de désorganiser la production avec des arrêts de travail limités, répartis aux points sensibles, pour paralyser une industrie pendant des mois sans subir l'impact sur les revenus. Dans les années 50 et 60, le sabotage se concentrait donc sur les points et flux critiques de l'industrie. Les grèves du transport en particulier avaient pris une place centrale, représentant 40% de l'action ouvrière. Mais encore une fois, le pétrole va permettre d'y faire face. Les ouvriers des transports avaient un grand pouvoir car ils pouvaient interrompre les flux de marchandises ou d'énergie puisque le pétrole arrivait par la mer. Alors on chercha un moyen de fluidifier ces flux et d'empêcher leur interruption. Et c'est ainsi que fut inventé le conteneur. Le conteneur maritime permet de transporter des marchandises aussi bien par la route, par la mer que par le rail, sans avoir besoin de main-d'œuvre pour décharger ou recharger. Au début, c'est un échec car les conteneurs ont tous des dimensions différentes. Mais l'escalade de la guerre du Vietnam provoque une crise logistique. Les biens militaires submergent les ports de Saigon, ce qui conduit l'armée à introduire la conteneurisation et la standardisation des dimensions. Après avoir transporté des équipements militaires des États-Unis vers le Vietnam, ce serait bête de repartir les mains vides. Alors pour maximiser les profits, les porte-conteneurs passent par le Japon pour charger des biens manufacturés et les rapporter aux États-Unis, ce qui entraîne une baisse importante du coût des transports et provoque le boom des exportations japonaises et de leur économie. Entre 1966 et 1976, le volume de commerce international progresse 2 fois plus vite que la production industrielle. Les premières délocalisations massives peuvent ainsi avoir lieu. Bref, la guerre du Vietnam combinée au pétrole bon marché
a provoqué la conteneurisation. Et c'est cette conteneurisation qui a permis la suppression de l'essentiel de la main-d'œuvre qualifiée et du pouvoir syndical des dockers et des transporteurs. C'est le début d'une nouvelle mondialisation, celle qu'on connaît aujourd'hui, et des grandes délocalisations. Vous entendrez souvent Jean-Claude dire que le pétrole régit la mondialisation et la société. Certes, mais ce sont des circonstances politiques qui ont rendu le pétrole absolument incontournable dans notre société. Dans les années 50, les États-Unis sont désormais bien conscients que le pétrole régit tout. Ils veulent donc éviter de dépendre de l'étranger et développer le pétrole qu'il y a sur leur propre territoire, quitte à ce que ça coûte plus cher. Du coup, le gouvernement fédéral met en place un système de quotas d'importation en 1959 qui fait qu'au maximum, seulement 10% du pétrole consommé aux États-Unis peut provenir de l'étranger. Ça permet au pétrole américain de conserver des prix élevés puisqu'il y a moins la concurrence étrangère. Mais ça va pas plaire aux pays qui possèdent du pétrole en dehors des États-Unis, qui viennent de perdre un gros marché. On est en 1959. 1960 approche et avec elle, l'OPEP. Comme on l'a vu plus tôt, les recettes des pays producteurs de pétrole provenaient de la taxe, l'espèce de royalties qu'il y avait sur chaque baril extrait par les compagnies américaines. Sauf que cette taxe était déterminée uniquement par la compagnie américaine et le pays producteur n'avait pas grand chose à dire sur l'argent qu'il recevait. Ça lui était imposé. Mais la mise en place des quotas d'importation va réduire sensiblement les recettes des pays producteurs. En réponse, ils vont donc se réunir dans ce qui changera l'économie à tout jamais, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, j'ai nommé l'OPEP. Leur objectif était de négocier une réaugmentation de la taxe pour lancer un processus de développement de leur pays. Sauf que le grand public ne connaît pas cette histoire de taxe, de royalties. Pour les consommateurs, le pétrole s'échange à un certain prix qui est fixé au moins en partie par les pays d'origine. Sauf que pas du tout. Ce sont les compagnies américaines qui ont le pouvoir et qui fixent leur prix. Pour vous donner une idée, pour chaque baril vendu, les compagnies faisaient 6 à 7 fois plus de profit que les pays de l'OPEP dans lesquels ils ont extrait le pétrole, grâce à une énorme marge payée par le consommateur. Pour le dire simplement, les compagnies pétrolières américaines baisaient les pays de l'OPEP et le consommateur. Donc les compagnies américaines vont faire passer les négociations de l'OPEP, qui visent à rééquilibrer leur part de revenus, leur pourcentage de royalties, comme des négociations pour augmenter le prix réel du pétrole. Une augmentation du prix qu'elles étaient bien obligées de répercuter sur le consommateur, évidemment. C'est comme ça que le prix du pétrole va augmenter sensiblement pour la première fois depuis bien longtemps en 1973. Ouais, on parle bien du premier choc pétrolier. Mais vous avez peut-être appris que ce choc pétrolier avait été causé par l'embargo des pays arabes et la diminution de production associée. Eh bien, c'est faux. Les chocs pétroliers n'avaient rien d'une crise énergétique. Le 17 octobre 1973, 11 jours après le déclenchement de la guerre du Kippour en Israël, 6 pays pétroliers arabes annoncent une baisse de 5% de leur production de pétrole chaque mois et un embargo sur les livraisons de pétrole aux États-Unis tant que les troupes américaines ne se retirent pas. Parallèlement, le prix du pétrole a en effet augmenté. Les économistes libéraux se servent de cet exemple pour montrer qu'une baisse de la production, une baisse de l'offre, entraîne mécaniquement une augmentation des prix. Sauf que, d'abord, il n'y a pas eu de baisse de production généralisée. L'Arabie Saoudite et le Koweït ont bien réduit leurs exportations, mais l'Iran et l'Irak ont compensé en augmentant les leurs vers l'Europe et le Japon. À tel point que 2 mois après le début de l'embargo, la production de pétrole en Irak était 7% supérieure à celle avant l'embargo. En plus, les États-Unis avaient d'autres sources d'approvisionnement, comme au Venezuela par exemple. La baisse d'exportation vers les États-Unis n'équivaut donc absolument pas à une pénurie mondiale. Ce sont d'autres facteurs qui ont augmenté les prix. Un membre du Congrès opposé au retrait des troupes a fait adopter une loi pour préparer des mécanismes de rationnement du pétrole. Ça a créé la panique parmi les consommateurs qui, craignant une pénurie, ont augmenté leurs achats. En fait, partout dans le monde, les gouvernements ont aggravé la situation en prenant des mesures qui ont perturbé la distribution et accentué les pénuries. Le choc pétrolier de 1973 n'était pas une question d'offre et de demande, mais un mélange complexe de géopolitique, d'économie et de mauvaises décisions gouvernementales. Selon l'économiste Maurice Adelman, la crise de l'énergie était une fiction. En réalité, la quantité de pétrole dépassait les besoins. Le gouvernement et les compagnies américaines s'étaient entendus avec les pays de l'OPEP pour profiter d'une forte augmentation du prix répercutée sur le consommateur. Comme ça, cette fois-ci, les compagnies ne baisaient pas les pays de l'OPEP et les consommateurs, mais seulement les consommateurs. Mais il y a un problème, si le pétrole devient trop cher, les consommateurs vont se tourner vers d'autres sources d'énergie, comme le gaz ou le nucléaire par exemple, non ? Ne vous inquiétez pas, ça faisait une dizaine d'années que les pétroliers voyaient le coup venir. Ils ont donc répliqué la même stratégie que pour le pétrole. Acheter des gisements pour en empêcher le développement et créer une rareté artificielle pour augmenter le prix. À la fin des années 60, une vingtaine de compagnies pétrolières américaines
produisent les 3/4 du gaz aux États-Unis et possèdent 40% des gisements d'uranium. Le gouvernement américain les accuse d'ailleurs de louer les terres pour laisser les gisements inexploités et créer la dite crise de l'énergie. Afin de développer les gisements d'uranium américains, le gouvernement réplique en interdisant en 1966 l'importation d'uranium. En réponse, les compagnies pétrolières vont rejoindre un cartel international pour créer un oligopole de l'uranium et fixer ensemble les prix. En oligopole, entre producteurs, maintenant vous commencez à connaître la chanson. Parallèlement, je vous passe les détails, mais il va y avoir énormément de lobbying autour du gaz pour en augmenter le prix. Il va y avoir clairement un bras de fer entre les compagnies américaines et le gouvernement, et finalement les compagnies en ressortent gagnantes. Par exemple, en 1978, une loi interdit l'utilisation du gaz dans les chaudières industrielles et les centrales électriques. On pourrait croire que la baisse de la demande va faire baisser les prix, mais c'est le contraire qui se produit. Parce que maintenant que le gaz perd de son importance, la puissance publique ne va plus trop s'y intéresser, et les compagnies pétrolières vont pouvoir fixer les prix entre eux sans que le gouvernement ne vienne leur empêcher de faire ce qu'ils veulent avec les prix. Du coup, le prix du gaz est multiplié par 9 entre 1973 et 1980. Conséquence, la consommation de gaz baisse drastiquement, sa part dans la consommation américaine énergétique est réduite de moitié, elle passe de 30 à 20%. Et surtout, tout ça, ces prix très élevés du gaz et de l'uranium, ça permet au pétrole de garder sa compétitivité et donc de conserver les profits énormes des compagnies pétrolières. Et ça s'arrête pas là. Au-delà du lobbying et du contrôle des gisements, les compagnies pétrolières vont s'allier aux écologistes, oui, tout aussi étonnant que ça puisse paraître, pour contrecarrer le nucléaire. Par exemple, ils vont tout faire pour que dans le prix de l'électricité nucléaire soient inclus les coûts liés aux effets environnementaux à long terme, donc tout ce qui va être gestion des déchets, ce qui mécaniquement va augmenter le prix de l'électricité nucléaire. Alors qu'évidemment, c'est pas du tout le cas pour le pétrole ou le charbon. Son prix ne prend en compte ni les 7 millions de morts annuelles dues à la pollution de l'air, ni l'impact sur l'usage des sols qu'ont les gigantesques forages, ni, bien sûr et surtout, les ravages qui coûteront des millions de milliards de dollars à cause du changement climatique causé par la combustion des énergies fossiles. Quand Timothy Mitchell dit que les chocs pétroliers n'avaient rien d'une crise énergétique, et quand je le dis moi dans cette vidéo, j'entends par là que ces chocs n'ont pas été causés par un problème d'énergie. C'était une crise politique et géopolitique. Or, c'est après ces chocs pétroliers que le monde, occidental au moins, va changer de face. C'est la fin des 30 glorieuses, le début du chômage de masse et la naissance du néolibéralisme. Un Janko vous dira que tout ça est dû au choc pétrolier, et c'est pas totalement faux. Par contre, ces chocs pétroliers n'étaient pas vraiment dus au pétrole lui-même, mais à des décisions politiques, humaines, arbitraires. Rien qui ne relève d'une science exacte. Bon, je suis conscient que ça fait beaucoup. Et encore, j'ai passé sous silence beaucoup d'événements historiques façonnés par le pétrole. Mais ce détour par l'histoire était nécessaire pour comprendre une chose. Certes, l'énergie régit notre société. C'est vrai. Mais la manière dont l'économie a été construite est arbitraire, politique, faite par des humains comme vous et moi. Ça ne relève pas d'une physique implacable. Ce sont des personnes qui ont fait des choix et qui ont construit nos systèmes énergétiques guidés par leurs intérêts. Qu'on soit clair, je ne dis pas que ce sont de gros méchants qui connaissaient toutes les conséquences de leurs actes et qui savaient très bien qu'ils agissaient pour leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt général. Beaucoup d'entre eux pensaient bien faire. Par exemple, Rockefeller premier du nom était très chrétien et pensait qu'il avait été choisi par Dieu pour faire plein d'argent et en donner ensuite une infime partie à la charité. De même, Churchill pensait sans doute sérieusement que les revendications démocratiques des mineurs du pays de Galles menaçaient la Grande-Bretagne. De manière générale, les personnes qui étaient à la tête de ces gouvernements ou des compagnies pétrolières pensaient qu'il valait mieux laisser le pouvoir à la main de quelques personnes qu'ils considéraient comme plus aptes à gérer la société que la majorité des autres gens. Les meilleurs doivent gouverner. Le gouvernement des meilleurs, étymologiquement, en grec, c'est aristocratie. Dans cette idéologie, on suppose donc qu'il y a intrinsèquement des meilleurs et des mauvais, des pires, par essence, que c'est comme ça, que c'est naturel, qu'il faut juste s'adapter. On peut être d'accord et partager cette idéologie, ou la combattre. Certes, le charbon a permis le développement de la démocratie, mais le pétrole l'a limité. Pas pour des raisons uniquement physiques, mais aussi pour des raisons purement politiques, c'est-à-dire dépendant de choix subjectifs faits par des personnes qui avaient une certaine vision du monde. Si les compagnies pétrolières n'avaient pas fait suffisamment de lobbying pour donner une place aussi importante au pétrole dans le plan Marshall, la démocratie et le XXe siècle auraient sans doute été très différents. Il aurait pu en être autrement. Le pétrole n'était pas prédestiné à être utilisé comme on l'a utilisé et à structurer notre économie et notre société comme il l'a structuré. D'ailleurs, le pétrole n'était même pas vraiment plus rentable et intéressant économiquement.
C'est juste que pour répondre à certaines propriétés physiques et les traiter, par exemple le faible poids du pétrole, les compagnies pétrolières ont baisé toute concurrence pour construire des monopoles qui, eux, sont intrinsèquement rentables. Les monopoles sont toujours rentables pour les entreprises qui les construisent, et c'est ce que Standard Oil a fait, mais il aurait pu en être autrement. S'il n'y avait pas eu le charbon avant le pétrole, les patrons des compagnies pétrolières n'auraient pas vu le pouvoir que donnait le charbon aux ouvriers, et donc ils auraient peut-être moins cherché à diminuer le pouvoir des travailleurs. Et peut-être que, dans un autre monde, le pétrole a fait office de charbon. Tout ça pour dire que rien n'est prédestiné à l'avance et que le pétrole n'est même pas particulièrement plus rentable qu'une autre source d'énergie. Ce n'est pas le pétrole qui est intrinsèquement une gigantesque source de profit. Ce sont les monopoles pétroliers qui le sont. Dans la même veine, c'est pas faux de dire que le pétrole est une énergie très utile. Mais il est très utile parce qu'il est très utilisé, et pas l'inverse. S'il n'y avait pas eu d'industrie automobile, le pétrole en serait sans doute resté à remplacer les huiles de baleine. Et je peux vous dire qu'on en aurait entendu bien moins parler. Ce n'est pas une prétendue utilité par nature qui détermine l'utilisation d'une ressource. C'est surtout son utilisation qui détermine son utilité. Le simple fait de dire le contraire naturalise et dépolitise l'énergie. Et c'est ça l'erreur de Janco. Là où Janco se trompe, c'est qu'il Bon, là je dois vous avouer quelque chose.